On dit que la Belgique, c'est une démocratie, du moins sur papier. Mais qu'est-ce qui arrive quand la réalité est complètement différente de ce qui est écrit dans le livre des règlements? C'est ce paradoxe assez fascinant qu'on va décortiquer ensemble. OK, pour bien saisir le portrait, il faut commencer par le début, les règles officielles. La Constitution belge de 1831, elle est super claire là-dessus. Les élus ne peuvent recevoir aucune instruction. Ça, c'est la promesse d'une liberté totale, d'une indépendance absolue pour chaque représentant. Sauf que, dans la vraie vie, c'est pas tout à fait ça qui se passe. Regardez bien ce chiffre, 99,73 %. Ça, c'est le taux de discipline de vote au Parlement. Autrement dit, la quasi-totalité du temps, les élus votent exactement comme leur parti leur dit de voter. La belle promesse de liberté, elle semble soudainement bien loin. On se retrouve donc avec un écart immense, un vrai mystère. Comment est-ce qu'un texte censé garantir l'indépendance mène à une uniformité presque parfaite? Il y a un bug dans le système, puis c'est ça qu'on va essayer de comprendre. Alors, si les députés ne sont pas vraiment les maîtres du jeu, qui tire les ficelles? Toutes les analyses pointent pas mal dans la même direction. Le vrai pouvoir, il n'est pas au Parlement, il est ailleurs. Ce système-là, ça porte un nom, la particratie. Imaginez que le pouvoir a déserté la scène publique du Parlement pour aller se cacher en coulisses dans les bureaux des chefs de parti. C'est là que les vraies décisions sont prises, loin des caméras. Pour s'imaginer ça, c'est simple, on retourne dans la cour d'école. Imaginez une petite gang, les chefs de parti qui ont mis la main sur le seul ballon de soccer. C'est eux qui décident des règles, qui font les équipes, puis qui décident qui reste sur le banc. C'est pas mal ça. Bon, comment ces maîtres du jeu-là font pour garder un contrôle aussi serré sur la game? Eh bien, ils ont une boîte à outils pas mal efficace. En fait, tout ça, ça repose sur un cercle vicieux. Ça part d'où? Des listes électorales. Ce sont les chefs de parti qui décident qui se présente et surtout à quelle place sur la liste. Fait que si t'es un élu puis tu désobéis, tu peux être pas mal sûr que tu ne seras pas réélu. Ta carrière politique, elle dépend de ta loyauté au parti bien plus que des gens qui ont voté pour toi. Parmi tous ces outils, il y en a un qui est pas mal plus puissant que les autres. Le vrai nerf de la guerre. C'est le carburant qui fait rouler toute la machine. L'argent. Puis pas n'importe quel argent. L'argent public. Alors tenez-vous bien. Chaque année, les partis politiques en Belgique reçoivent 108,7 millions d'euros d'argent public. C'est une somme absolument colossale. Ça leur donne une indépendance immense, mais pas par rapport à l'État, non, par rapport aux citoyens. Juste pour qu'on se fasse une idée, on va comparer avec les voisins. Par habitant, la Belgique donne à ses partis politiques 2 fois plus d'argent que l'Allemagne et 4 fois plus que les Pays-Bas. C'est vraiment une exception en Europe. OK, mais il vient d'où cet argent-là? C'est ça le point le plus important. Plus des 3/4 de cet argent-là viennent directement de l'État. Les partis dépendent donc du gouvernement pour leur survie, pas des cotisations de leurs membres ou des dons des électeurs. Les experts ont un nom pour ça, un cartel de partis. En gros, les partis qui sont au pouvoir votent eux-mêmes les lois qui leur assurent de recevoir cet argent public. Ils se construisent une forteresse financière presque impossible à percer pour un nouveau parti qui voudrait se lancer. OK, on a vu le système, maintenant regardons les conséquences. C'est quoi l'impact de tout ça sur les fondations mêmes de la démocratie? Et les conséquences, elles sont lourdes, vraiment lourdes. Le décalage entre la théorie et la pratique est frappant. En théorie, c'est au Parlement que ça se passe, entre 150 élus. Dans la réalité, presque tout est déjà décidé d'avance, le lundi matin, en secret, dans une petite réunion qu'on appelle le Cairn. Ça rassemble juste une poignée de chefs de parti. Le Parlement, lui, il fait juste approuver ce qui a déjà été décidé. Et quand le pouvoir politique n'a plus vraiment de compte à rendre, c'est l'État de droit qui commence à craquer. Regardez ce chiffre. Plus de 10 000, c'est le nombre de jugements de décisions de justice finale contre l'État belge qui sont juste pas appliqués, pas exécutés. Puis ça, ce n'est pas juste une opinion lancée en l'air. C'est un constat qui vient de la plus haute cour de justice en Europe. La Cour européenne des droits de l'homme elle-même parle d'une carence systémique. Ça veut dire un défaut profond dans la structure même de l'État. Le point central, il est là. La promesse de l'État de droit, c'est que personne, mais personne, n'est au-dessus de la loi. La réalité en Belgique, c'est que le pouvoir politique, concentré dans les mains de ce cartel de partis, il peut décider de se placer au-dessus des décisions de sa propre justice. Bon, on arrive à la fin de notre analyse. On a vu le fossé qui sépare la promesse démocratique de la réalité d'un pouvoir hyper concentré. Et tout ça nous mène à une dernière question, une question qui n'est pas facile. Alors, si on résume, on a une constitution qui promet la liberté, mais dans les faits, une obéissance quasi parfaite. On a un pouvoir qui n'est plus vraiment entre les mains des élus, mais d'une poignée de chefs de parti. Tout ça, c'est financé par l'État lui-même, à un point tel que ça affaiblit l'État de droit. Et donc, on se laisse sur cette interrogation.
quand le fossé entre la promesse et la réalité devient si grand? Où se trouve la ligne de rupture? C'est ça, la grande question que soulève le paradoxe belge. OK, décortiquons ça. Imaginons un instant un pays où la loi oblige littéralement la population à aller voter. Oui, sous peine d'amende même. Exactement. C'est inscrit dans le marbre. Le jour de l'élection, tout le monde doit se présenter au bureau de vote. Sinon, tu reçois une amende par la poste. Fait que jusque-là, on s'entend, on se dit que c'est une démocratie qui prend la participation citoyenne extrêmement au sérieux. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais voici le clou du spectacle. Une fois que ces représentants-là sont élus, puis qu'ils s'assoient au Parlement, bien, ils votent à 99,73 exactement ce que leur chef de parti exige. Ouais, c'est des chiffres réels. C'est pas 80 là, tu sais, pas 90. C'est 99,73 Puis ça, ben, c'est le point de départ de notre plongée d'aujourd'hui. C'est un paradoxe assez incroyable. Vraiment, fait que notre mission, c'est d'explorer ce paradoxe politique-là. La cible de toutes nos sources aujourd'hui, c'est la Belgique. La fameuse capitale du compromis. C'est ça. Vu de l'extérieur, c'est le siège de l'Union européenne, c'est diplomatique, tout ça. Mais quand on fouille un peu sous le capot, on découvre une fracture béante entre sa constitution officielle puis la réalité mécanique, genre la réalité brutale du pouvoir sur le terrain. Et ce qui est fascinant ici, c'est que ce cas précis, ben, c'est pas juste une anomalie isolée en Europe. Non. Non, c'est un véritable laboratoire à ciel ouvert. Ça nous permet de comprendre comment n'importe quelle démocratie moderne peut être subtilement piratée de l'intérieur. Piratée, mais de façon légale, tu sais? Oui, totalement légale. On a devant nous un système où les règles ont été tordues au point de créer une paralysie institutionnelle complète. C'est fou. Oui, mais surtout, puis c'est là que ça devient crucial pour notre analyse, on va voir comment l'intelligence collective, la population elle-même, tente aujourd'hui de reprendre le contrôle de cette machine-là avec des outils numériques redoutables. Fait que l'objectif de notre discussion, c'est de prendre ces gros concepts institutionnels-là, qui ont l'air super lourds sur papier, puis de les rendre aussi limpides qu'une chicane de cours d'école. J'aime bien l'image. Bien, mettons qu'on commence par la base, le fameux manuel des règlements. Tu sais, pour comprendre à quel point la machine est déréglée, il faut d'abord regarder ce qui était promis à l'origine. Ouais, la théorie. C'est ça, puis comparer ça avec les statistiques réelles. Si on ouvre la Constitution belge de 1831, l'idéal est super clair. Les articles 33 et 42 établissent que le pouvoir vient de la nation, puis que l'élu est censé être 100% libre. L'interdiction du mandat impératif. Exact. Ça veut dire quoi, ça, concrètement? En termes clairs, ça veut dire qu'aucun député peut légalement recevoir d'ordre sur la façon dont il doit voter. Même son propre parti ne peut pas l'obliger à peser sur le bouton vert ou rouge. Ah ouais, zéro contrainte théorique. Zéro. L'idée des fondateurs en 1831, c'était vraiment d'éviter le retour d'une tyrannie. Le député est là pour représenter l'ensemble des citoyens. Il écoute sa conscience, il écoute les débats, puis c'est tout. Fait que c'est le beau règlement affiché sur le babillard de l'école. Tout le monde lève la main le matin puis jure de le respecter. Ouais, mais dès que la cloche sonne... Dès que la cloche sonne. La théorie prend le bord. C'est exactement ça qu'on voit avec ce que le chercheur Frédéric Verleden appelle le correctif empirique. Ouais, j'ai vu cette étude-là dans nos documents. Ils ont épluché plus de 13 000 votes à la Chambre. 13 000 votes, oui. Ouais. Puis le résultat, c'est cette fameuse discipline de parti de 99,73 %. Mettons ça en perspective pour les gens qui écoutent. Sur les 150 députés de la législature de 2025-2026, il y a juste un seul individu qui agit de manière véritablement indépendante. Un seul sur 150. Attends, pause. Sur des milliers de votes, incluant des lois hyper complexes, c'est juste statistiquement impossible que 149 personnes aient exactement la même opinion sur tout le temps, sans que quelqu'un tire les ficelles, non? C'est impossible sans une forme de coercition systémique, ça c'est sûr. On appelle ça une règle paralégale. OK. C'est écrit nulle part dans les textes de loi, mais ça écrase complètement la Constitution dans les faits. Puis c'est pas juste une question d'être d'accord avec sa propre gang politique. C'est quoi d'abord l'enjeu? La mécanique en jeu, c'est un pur mécanisme de survie. L'obéissance des élus est dictée par le contrôle absolu des listes électorales par les présidents de partis. OK, mais comment ça fonctionne exactement, ce contrôle-là? Parce que, tu sais, dans la tête de bien des gens, on vote pour une personne,
Puis si elle fait une bonne job, on vote pour elle. C'est là que le système proportionnel change la donne. Le citoyen vote très souvent pour une liste qui est préétablie par un parti. Puis l'ordre des noms sur la liste, c'est ça qui compte. C'est le nerf de la guerre. Cet ordre-là, il est décidé de façon discrétionnaire par le président du parti. C'est des véritables rois sans couronne. Fait que si un député décide d'utiliser sa liberté constitutionnelle... Mettons qu'il écoute sa conscience puis qu'il vote contre la ligne du parti. Ouais, Mais la sanction est implacable. Aux prochaines élections, il ne sera pas à la première ou deuxième place de la liste. Il va être relégué à la 15e place. une place où il a aucune chance d'être élu. Mathématiquement inéligible. Ou carrément expulsé du parti. Donc, un vote rebelle, c'est littéralement la fin immédiate d'une carrière politique. Le député a comme un pistolet sur la tempe à chaque vote. C'est l'image, oui. Mais si la Chambre du Parlement est rendue juste une cour d'enregistrement où des élus terrorisés pèsent sur le bouton qu'on leur dit de peser, ben le vrai pouvoir a forcément migré ailleurs. Exactement. Il faut se déplacer vers des salles de réunion beaucoup plus sombres, puis c'est là qu'on entre dans un labyrinthe institutionnel assez vertigineux. Qui explique les fameux records mondiaux. Tu sais, on parle de 541 jours pour former le gouvernement d'Irupo. Ouais. 541 jours fin. Puis un autre 240 jours pour la coalition Arizona. C'est immense. Pendant des mois, une poignée de présidents de partis s'enferment à huis clos. Puis qu'est-ce qu'ils font? Ils rédigent des accords de coalition qui font des centaines de pages. Ils négocient chaque virgule, chaque nomination, parce qu'il n'y a aucune confiance mutuelle. Et une fois que l'accord est signé, le Parlement a juste à l'exécuter aveuglément pendant 4 ans. C'est ça. Puis pour s'assurer que personne dévie du plan de match, il y a un contrôle quotidien dans ce qu'on appelle le cairn. Le Cairn, c'est le conseil secret du lundi matin, c'est ça? Oui, ça réunit les présidents de parti, les principaux ministres. Autour de cette table-là, ils dictent la ligne de conduite de la semaine, règlent les conflits, puis décident d'avance de ce qui va passer au vote le jeudi. Fait que c'est le vrai centre névralgique du pouvoir. Un organe qui n'existe même pas dans la Constitution. Nulle part. Puis il faut superposer ce noyau de pouvoir hyper concentré-là sur une immense toile d'araignée administrative. Ah oui, les chiffres sont fous. Pour gérer un pays de 11,8 millions d'habitants, nos sources parlent de 6 gouvernements distincts. 6 gouvernements, 6 parlements, 46 ministres. Puis plus de 31 800 mandataires politiques. Ouais, répartis à tous les niveaux. Plus de 31 000 élus. Écoute, piloter l'État avec une structure de même, c'est l'équivalent de piloter un avion de ligne avec 7 copilotes entassés dans la cabine. Qui ne parlent pas la même langue. Exact. Qui ont chacun leur propre plan de vol puis qui se battent pour le manche à balai. Mais je dois jouer l'avocat du diable une seconde ici. Vas-y. Est-ce que cette particratie stricte, là, ce fameux modèle consociatif, c'est pas, au fond, le pilote automatique qui est juste indispensable? Comment ça? Bien, historiquement, c'est un pays hyper fragmenté. Il y a le clivage linguistique, puis les vieux piliers idéologiques, tu sais, les catholiques, les socialistes, les libéraux. Ouais, des mondes séparés. Fait que, est-ce que ce contrôle de fer par les chefs de parti, c'est pas la seule affaire qui empêche l'avion de s'écraser carrément? Ben, c'est l'argument numéro 1 des défenseurs du système, puis c'est super important de le mentionner, sans aucun jugement de valeur. Ouais. Ce modèle-là est né d'une nécessité pragmatique. C'était une façon de forcer des élites antagonistes à trouver des compromis vitaux. Pour éviter que le pays éclate. C'est ça. Puis ça permet aussi de maintenir la digue du cordon sanitaire. Tu sais, l'entente pour jamais gouverner avec l'extrême droite. C'est vu comme une béquille nécessaire. Mais l'analyse froide des données montre qu'on a atteint un point de rupture. À quel moment la béquille devient un corset qui étouffe le patient? ouais, à quel moment la machine à compromis devient juste un cartel qui veut protéger sa propre business? C'est exactement le mot utilisé par les chercheurs. Cartel. C'est un mot fort, cartel. Mais quand on regarde comment tout ça se finance, ben ça saute aux yeux. Ah, l'argent. Gérer un labyrinthe aussi colossal, ça prend des ressources incroyables. Puis la réponse, c'est l'argent public. Les partis se partagent environ 108,7 millions d'euros par année. C'est astronomique. Par habitant, c'est le double de l'Allemagne, puis 4 fois plus que les Pays-Bas. Cet afflux d'argent-là a complètement métamorphosé ces organisations-là. Ils ont accumulé un patrimoine de près de 157 millions d'euros. Une puissance de frappe énorme. Puis pour bétonner leur monopole, ils ont mis un seuil électoral strict de 5 %. Fait que c'est comme jouer au Monopoly, mais 3 joueurs autour de la table commencent avec des hôtels sur les meilleures cases. Puis toi, le nouveau joueur, t'as même pas le droit de lancer les dés à moins de prouver que t'as déjà 5 000 $ dans tes poches. C'est truqué dès le départ. C'est un verrouillage financier parfait. Impossible pour un mouvement citoyen émergent de percer ce mur-là. C'est là que ça devient vraiment intéressant, ou plutôt ironique. L'ironie fiscale. Oui.
On a ce cartel de partis super riche, 31 000 élus, plus de 600 collaborateurs dans les cabinets politiques. Et pourtant, l'État est paralysé. Comment on justifie de dépenser des milliards dans le secteur privé pour se faire dire quoi faire? Nos sources parlent de 2,5 milliards d'euros en 2 ans pour des firmes de consultants externes, les fameux Big Four. C'est le résultat d'une asymétrie d'information. Ça veut dire quoi dans ce contexte-là? Ça veut dire que le système est tellement obsédé par les équilibres politiques que l'administration publique a été vidée de ses cerveaux techniques. Fait que l'État a peu d'expertise à l'interne. Exact. Donc, ils sous-traitent, mais ils achètent à l'aveugle. L'exemple du projet iPolice dans nos documents est terrifiant. Ah oui, l'informatique de la police. Ils voulaient moderniser le système, mais ils n'avaient plus d'architecte informatique à l'interne pour écrire les spécifications. Fait qu'ils ont mandaté la firme privée Soprasteria. C'est littéralement comme aller chez le concessionnaire pour acheter un char sans savoir c'est quoi un moteur. Puis tu payes le vendeur à l'heure pour qu'il t'explique ce que tu as besoin d'acheter. C'est une excellente analogie. Puis le résultat, le projet iPolice a été un désastre. Abandonné. 75 millions d'euros d'argent public volatilisé. C'est fou. 75 millions, là? Le consultant sait tout, l'État sait plus rien, mais c'est l'État qui signe le chèque. Les acteurs de la Civic Tech appellent ça le syndrome du citoyen pigeon. Citoyen pigeon, j'adore. J'adore. C'est tragique, en fait. Surtout avec une pression fiscale de 42 % du PIB. La population paye le gros prix pour une machine qui sous-traite son intelligence au privé. OK, donc on a cette externalisation couplée au verrouillage politique, mais quand l'argent puis le pouvoir sont concentrés de même puis que les vrais référendums sont interdits au fédéral, il se passe quoi? La marmite explose. Oui. Puis ça a des conséquences sur l'État de droit direct. L'État ignore plus de 10 000 décisions de justice fermes. C'est la statistique la plus glaçante qu'on a trouvée. Comme pour l'accueil des demandeurs d'asile. Un juge dit de respecter la loi, l'État refuse, puis paye juste des astreintes financières. Il paye des amendes avec l'argent des contribuables pour avoir le droit d'ignorer la loi. C'est l'impunité au sommet. Puis il y a l'affaire Mugemangangon en 2020. Ah, ça, c'est le parfait exemple. Une élection très serrée, un litige sur le comptage des voix, puis selon les règles, c'est les députés élus qui jugent la validité de l'élection de leurs propres adversaires. Être juge puis parti. Tu décides si le gars qui a failli te battre a le droit d'avoir un recomptage. La Cour européenne des droits de l'homme a lourdement condamné la Belgique pour ça. Puis qu'est-ce qui a changé pour les élections 2024? Rien. Zéro. L'avertissement européen a juste glissé sur le système. Il y a même une menace sur le principe de standstill, la garantie qui empêche de faire reculer les droits sociaux. C'est un contraste hyper violent quand on fait le test de symétrie. D'un bord, l'impunité totale au sommet. De l'autre bord, à la base de la pyramide, l'État traque les plus précaires de façon impitoyable. Le fameux système MIA. Oui, cet algorithme-là qui croise les bases de données pour cibler la moindre erreur des gens vulnérables sur l'aide sociale. On sanctionne pour des pacotilles pendant que des milliards s'évaporent en consultance. Et c'est cette violence institutionnelle-là, cette asymétrie arrogante, qui provoque la riposte citoyenne aujourd'hui. Parce que quand la porte du Parlement est barrée, puis que les tribunaux sont ignorés, les citoyens cherchent des failles. Ils cherchent les failles dans le code source de l'État administratif. C'est ça. La résistance Civic Tech, avec des plateformes comme Cumuleo ou Transparentia.be. Ils traquent les mandats multiples, forcent la publication des dépenses. Fait que, devant tout ça, on fait quoi? Est-ce qu'on se résigne? Non. Les citoyens utilisent l'ingénierie inverse. J'adore l'exemple du jeu de société Démocratie. C'est brillant. Un jeu de plateau pour vulgariser les règles tordues de la particratie. Tu peux pas hacker un système si tu comprends pas ses règles. Exact. Puis une fois comprise, boum, le fichier gorg.html. C'est quoi ça concrètement, puis comment ça marche? C'est du piratage juridique de haut vol. En 3 clics, ce petit fichier-là permet à n'importe quel citoyen de générer un courriel administratif hyper pointu avec toutes les références légales pour demander à un ministre des Comptes sur le financement des partis. Puis la mécanique derrière, c'est ça qui est génial. Oui. En droit administratif, si l'État ignore ta demande formelle au-delà d'un délai, ce silence-là se transforme légalement en une décision de refus. Puis ça, c'est attaquable devant le Conseil d'État. Fait que les citoyens créent volontairement un goulot d'étranglement légal. Ils utilisent l'inertie du système pour menacer de faire geler la fameuse enveloppe de 108 millions d'euros. Les propres armes bureaucratiques du système retournées contre lui-même. Puis ça va encore plus loin avec l'intelligence artificielle. Ouais, avec des outils comme Claude ou Kuta.
Les citoyens injectent des décennies de jurisprudence dans ces IA-là pour générer des argumentaires légaux impeccables. Ce qu'ils appellent la propagande par le code. C'est David contre Goliath. Mais David sait coder en Python, puis connaît le droit administratif. C'est fascinant. Mais au-delà de l'attaque informatique, est-ce qu'il y a des solutions de l'intérieur? Oui, dans la petite communauté germanophone l'Ostbelgienne, ils ont instauré un conseil citoyen permanent basé sur le tirage au sort. Puis c'est pas juste consultatif? Non, le Parlement élu est légalement obligé de débattre de leurs recommandations. Ces citoyens-là, vu qu'ils sont tirés au sort, ils n'ont pas de carrière politique à protéger, pas de chef de parti à satisfaire. Ils peuvent vraiment penser au bien commun. Exactement. Fait que si on relie tout ça, on a deux grandes trajectoires pour l'avenir. Soit le système s'entête puis finit par craquer, ce qui donne la montée des extrêmes, comme le Vlaams-Bellan ou le PTB. Ce qu'on observe déjà malheureusement. Soit ces innovations-là, le hacking légal, l'IA, le tirage au sort, ça force une véritable mise à jour du code source. Le pays pourrait se métamorphoser en un modèle mondial de souveraineté citoyenne réelle. Quel voyage on vient de faire! On est parti d'une constitution idéaliste pour traverser une jungle institutionnelle privatisée jusqu'à cette riposte citoyenne numérique. Puis tu sais, nos sources portent aucun jugement moral. Elles font juste documenter cette évolution mécanique du pouvoir-là. C'est une autopsie institutionnelle, mais qui offre des pistes de guérison claires. Ce qui m'amène à une dernière réflexion pour les gens qui nous écoutent. On a vu ces citoyens utiliser des modèles de langage pour forcer la transparence. Mais si c'était juste un début, imaginons un futur très proche où des IA, alimentés par les valeurs d'assemblées citoyennes tirées au sort, rédigeraient directement des lois neutres, imperméables au lobbying puis aux chicanes de partis. C'est puissant. Est-ce que le métier même de député affilié à un parti pourrait devenir aussi obsolète qu'un télégraphe dans notre démocratie de demain? Une idée à garder en tête la prochaine fois qu'on observe un édifice gouvernemental ou bien une cour d'école. Bienvenue à The Debate. Tu sais qu'on observe un vieux bâtiment patrimonial, un de ces édifices historiques magnifiques, puis qui est complètement ceinturé d'énormes échafaudages de métal. Ouais, on voit ça souvent, là. Exact. Puis à force de voir cette structure d'acier-là, année après année, on finit par se poser une question. Est-ce que ces échafaudages-là servent encore à rénover la bâtisse ou bien est-ce que c'est carrément devenu la seule affaire qui l'empêche de s'effondrer? C'est ça. À un moment donné, la béquille remplace le mur porteur. Fait qu'on n'ose plus rien retirer par peur que tout nous tombe sur la tête. C'est exactement l'image que j'ai en tête pour notre sujet d'aujourd'hui parce qu'on plonge dans les rouages de la mécanique politique belge. Vu de l'extérieur, particulièrement d'ici en Amérique du Nord, la Belgique est souvent perçue comme le chef-d'œuvre absolu du compromis. Le carrefour des négociations européennes, genre. Oui, sauf que lorsqu'on confronte les idéaux de la Constitution belge de 1831 avec la réalité très crue de l'exercice du pouvoir aujourd'hui en 2026, le contraste est saisissant. Il est brutal même. Fait que notre question centrale, c'est la suivante. La structure politique belge actuelle, qui est hyper centralisée autour des partis politiques, puis massivement sous-traitée au privé, est-elle une adaptation pragmatique et vitale pour maintenir l'unité du pays, ou est-ce qu'on a affaire à une oligarchie dysfonctionnelle qui a privatisé l'État? De mon côté, je vais défendre l'idée que ce système-là, aussi lourd soit-il, c'est un modèle de survie incontournable. Et moi, j'aborde ça d'une toute autre façon. Je suis convaincue qu'on n'est plus du tout dans la survie. On est dans la confiscation de l'État. Je soutiens que le pays a muté en une forme de démocrature où une poignée de dirigeants a complètement accaparé l'État de droit. Mettons les choses en perspective pour bien asseoir le débat. La réalité belge, c'est une complexité institutionnelle vertigineuse. On parle d'un pays de 11,8 millions d'habitants historiquement fracturé. Avec le fameux clivage linguistique entre francophones et néerlandophones? Ouais, mais c'est bien plus profond que ça. Il y a ce qu'on appelle la pilarisation. Historiquement, la société s'est construite en piliers étanches. Si tu étais catholique, tu allais à l'école catholique, tu te faisais soigner dans un hôpital catholique. Même chose pour les socialistes ou les libéraux. C'est des mondes parallèles, au fond. Exactement. Puis pour administrer cette mosaïque-là sans s'entretuer, la Belgique a mis en place 6 parlements et 7 gouvernements. Dans ce contexte-là, une démocratie majoritaire classique, où 51 % de la population imposerait sa volonté aux autres, ça mènerait à l'éclatement du pays.
Ouais. Fait que ce que tu décris comme étant la particratie, la concentration du pouvoir dans le cairn, le comité ministériel restreint, c'est en fait une rationalisation indispensable. C'est le seul mécanisme capable de forger des compromis puis de maintenir le cordon sanitaire contre l'extrême droite. Je veux bien qu'on parle de pragmatisme, mais à quel prix? Cette fameuse rationalisation-là, elle cache une trahison constitutionnelle majeure. Une trahison? C'est un grand mot, là. Ben non, écoute, si on retourne à la Constitution de 1831, c'était un joyau libéral. L'article 42 est limpide. Il interdit formellement le mandat impératif. Ça veut dire qu'un élu n'est pas l'employé de son parti. Il doit représenter la nation entière et voter selon sa propre conscience. C'est l'idéal théorique, et ouais. Sauf que la réalité empirique aujourd'hui détruit complètement cette théorie. Le taux de discipline de vote au Parlement, c'est 99,73 %. Sur des milliers de lois, les députés suivent aveuglement la consigne. Mais ça, c'est la nature même d'un régime parlementaire de coalition. Non, c'est la nature d'un système où le président du parti est un roi sans couronne. En Belgique, on vote pour des listes électorales concoctées par ces présidents-là. Si un député a le malheur d'invoquer l'article 42 puis de voter selon sa conscience, bien, le président le raille de la liste ou le met 15e pour la prochaine élection. Et que c'est la fin de sa carrière, instantanée. L'autocensure est totale. Ces partis-là opèrent comme un cartel fermé, financé par 108,7 millions d'euros de fonds publics chaque année, puis s'assoit sur les contre-pouvoirs, à tel point qu'on a aujourd'hui plus de 10 000 décisions de justice fermes que l'État refuse tout simplement d'exécuter. Si ça, c'est pas un État confisqué par une oligarchie, je sais pas ce que c'est. OK, je vois très bien pourquoi tu penses ça. Et les chiffres sont frappants, c'est vrai. Mais laisse-moi te donner une autre perspective sur cette fameuse discipline de 99,73 %. Tu la présentes comme une dérive autoritaire, mais dans les faits, c'est le pilote automatique qui empêche le trash de l'avion. Un pilote automatique, hein? Mettons que diriger la Belgique, c'est comme piloter un Boeing avec 7 copilotes dans le cockpit qui parlent pas la même langue puis qui doivent tous rendre des comptes à des électorats qui se détestent. N'oublions pas l'histoire récente, là. Il a fallu 541 jours de négociations pour former le gouvernement du Roupeau. Oui, c'est un record mondial. Puis des mois de tractation pour la coalition Arizona. L'accord de gouvernement qui en sort, c'est pas juste une ligne directrice, c'est un contrat ultra précis de plusieurs centaines de pages, c'est de l'horlogerie fine. Si chaque député se mettait à voter selon sa conscience individuelle sur chaque virgule de ce budget-là, bien l'accord exploserait au premier coup de vent. Sauf que... Le gouvernement tomberait toutes les 2 semaines. Mais si l'avion ne tient dans les airs que parce qu'on a menotté les passagers puis bâillonné l'équipage, est-ce que c'est encore un vol commercial ou c'est une prise d'otage? Ton analogie est belle, mais la réalité de la Chambre ressemble plutôt à une cour de récréation où 3 ou 4 grands élèves ont confisqué le seul ballon puis dictent les règles à tout le monde. C'est un peu cynique. C'est la réalité. L'état de droit n'est pas une option qu'on peut désactiver au nom de la stabilité. Et cette fusion toxique entre le législatif et l'exécutif crée des aberrations juridiques monumentales. On a parlé de l'article 42, mais regardons l'affaire Mudgemangango. Ah oui, un dossier complexe qui soulève des vraies questions sur la validation des élections. Complexe. C'est accablant, oui. Pour ceux qui ne connaissent pas la mécanique, en Belgique, suite à une élection, c'est pas des juges indépendants qui valident les résultats en cas de litige. C'est les parlementaires eux-mêmes. Ouais, c'est un vieux système. Dans le cas Mudgemangango, au Parlement wallon, il y a eu des allégations sérieuses d'irrégularité. Puis qui a tranché? La commission des poursuites, composée d'élus qui avaient un intérêt direct à ce que les sièges ne changent pas. Ils ont agi comme juges et parties. C'est exactement comme si, au hockey, un joueur marquait un but controversé puis qui s'en allait lui-même dans la cabine de l'arbitre pour visionner la reprise et s'accorder le point. Je comprends, mais à la base, c'est un principe hérité de la Révolution française pour garantir que les juges s'ingèrent pas dans la souveraineté du peuple. Sauf que la Cour européenne des droits de l'homme n'a pas été tellement impressionnée par cette excuse historique. Là, en 2020, elle a lourdement condamné la musique. Elle a dit que ce système violait le droit à des élections libres. Et le pire là-dedans, le cartel politique n'a rien fait. 0 réforme. Pour les élections de 2024, ils ont utilisé exactement le même système. La structure protège la structure. J'admets que le refus de moderniser ces mécanismes-là, ça écorche la crédibilité des institutions. C'est dur à défendre de balayer une décision de la CEDH. Mais si on suit ta logique de cette hypercentralisation où le cairn négocie tout et où le Parlement n'est qu'une chambre d'enregistrement, ben on doit analyser ce que ça produit sur l'appareil d'État lui-même. Absolument. Parce que pour tout contrôler depuis le sommet, les ministres doivent s'entourer d'armées de conseillers. La coalition Arizona, par exemple, compte près de 600 collaborateurs de cabinet.
C'est gigantesque. C'est fou. Puis la conséquence de ça, c'est que l'administration publique interne s'est littéralement vidée de sa substance. Les fonctionnaires ne conçoivent plus les politiques, ils font juste exécuter. Et quand l'État n'a plus l'expertise en interne, il est forcé de se tourner vers l'extérieur. Voilà, on arrive au cœur de la pathologie, la perte d'expertise de l'État, puis la montée en puissance des consultants privés. L'État belge sous-traite aujourd'hui son cerveau. Puisque les fonctionnaires de carrière ont été mis sur la touche, le gouvernement dépend totalement des grandes firmes de conseil, ce qu'on appelle les Big Four, les fameux consultants externes. Oui, la Cour des comptes a lâché un chiffre astronomique, là. Le gouvernement a dépensé 2,5 milliards d'euros en 2 ans pour ces consultants-là. C'est clair que c'est une somme massive. Mais c'est une démission intellectuelle totale. On parle pas juste de payer des gars pour installer des ordinateurs, là. Ces firmes-là rédigent des projets de loi, modèlent les réformes fiscales, gèrent des infrastructures critiques. Puis le drame, c'est que l'État a tellement perdu son expertise qu'il a même plus la capacité d'auditer le travail qu'il commande. Regarde le fiasco du projet e-Pulse. Le projet de numérisation de la police fédérale. Exactement. L'État embauche Soprasteria pour moderniser l'informatique policière. Résultat des courses, c'est 75 millions d'euros volatilisés dans un système qui fonctionnait bas. Pourquoi? Parce que l'administration n'avait plus un seul ingénieur système capable de regarder le code puis de dire « mais attends, ça ne respecte pas le cahier des charges ». Le consultant privé devient l'architecte, l'entrepreneur puis l'inspecteur des travaux. L'État signe des chèques à l'aveugle. Mais tu vois, si on regarde la réalité de la gouvernance moderne, cette lecture-là est beaucoup trop sévère. Tu qualifies l'externalisation de pathologie, mais c'est fondamentalement la logique du New Public Management. Ouais, ce management-là nous coûte cher. Le monde bouge à une vitesse fulgurante. L'État n'a aucun intérêt financier, ni même logique, à garder des centaines d'architectes informatiques ou d'experts en crise sur un registre de paix permanent pour des projets ponctuels. C'est pas une démission, c'est de l'agilité. L'exemple parfait, c'est la crise de la COVID-19. Une crise où ces mêmes cabinets-là se sont gavés de millions d'euros. Oui, mais heureusement qu'ils étaient là, soyons francs 2 secondes. La fonction publique belge traditionnelle, avec ses grilles salariales rigides, puis ses processus d'embauche de 6 mois, elle était structurellement incapable de réagir. Je dis pas le contraire, mais... Tu penses vraiment que l'administration pouvait modéliser une campagne de vaccination pour 11 millions de personnes, gérer la chaîne du froid des vaccins puis déployer des centres en l'espace de 48 heures? L'État n'aurait même pas pu recruter un scientifique de données de pointe parce que le salaire rentre pas dans la bonne case barymique. Ouais. Engager le privé, c'était pas un aveu de faiblesse, c'était une décision de survie. L'État moderne doit être un stratège, un chef d'orchestre. Il n'a pas besoin de savoir jouer de tous les instruments, il doit juste savoir diriger la symphonie. L'image du chef d'orchestre est séduisante, mais dans le cas de la Belgique, le chef d'orchestre a complètement oublié comment lire une partition. Si tu sous-traites la réflexion stratégique, tu diriges plus rien, tu es dirigé. Puis ce qui aggrave cette dynamique-là, c'est le phénomène des portes tournantes, le pantouflage. Les allers-retours entre le privé et le public. Exactement. Des cadres passent des Big Four vers les cabinets ministériels pour rédiger les lois, puis retournent dans le privé avec un carnet d'adresses bien garni. La frontière entre l'intérêt général et l'intérêt corporatif s'évapore. Mais poussons le raisonnement plus loin. Si le pouvoir est verrouillé par 7 personnes dans le cairn, validé par des députés dociles et pensé par des consultants de McKinsey, que reste-t-il aux citoyens belges? Maintenant, on touche à la question fondamentale de la légitimité démocratique. Le citoyen est réduit au statut de figurant, ou pire, à ce que certains appellent le syndrome du citoyen pigeon. Parce qu'il y a un paradoxe cruel en Belgique. L'article 62 de la Constitution rend le vote obligatoire. Oui, c'est un des rares pays avec cette règle. L'État te force, sous menace d'amende, à légitimer ce cartel politique. Mais en même temps, le référendum décisionnel fédéral est interdit. On t'oblige à voter, mais on t'interdit de décider quoi que ce soit sur un enjeu précis. Le référendum a souvent été perçu comme un outil populiste qui reste de fracturer encore plus le pays, d'où la prudence de la Constitution. Peut-être, mais regarde la symétrie de traitement, elle est choquante. D'un côté, l'État déploie des moyens technologiques dignes de la science-fiction contre ses propres citoyens. Pensons au système MIA, un algorithme impitoyable de croisement de données utilisé pour traquer la moindre fraude sociale chez les plus précaires. Les algorithmes de l'État-providence? On s'en sert pour justifier des coupes menaçant directement le principe de standstill qui est censé empêcher toute régression des droits sociaux.
On parle de la possibilité d'exclure 180 000 personnes du chômage. L'État est intransigeant avec le citoyen vulnérable. Mais de l'autre côté, quand l'État lui-même enfreint la loi, c'est l'impunité totale. On parlait des 10 000 décisions de justice ignorées. Ouais, surtout en matière d'asile. Sur la question de l'accueil des demandeurs d'asile, les tribunaux condamnent l'État quotidiennement à des astreintes. L'État paye les amendes avec l'argent des contribuables puis continue de ne pas respecter la loi. C'est fait ce que je dis parce que je fais. OK, c'est un portrait excessivement cynique, mais je te l'accorde. Le volume de décisions judiciaires non exécutées, c'est une tache sombre sur la démocratie belge. Ça brise la confiance. Mais il faut nuancer cette idée d'un État complètement sourd et verrouillé. Face à cette crise-là, la Belgique ne reste pas les bras croisés. Elle est d'ailleurs devenue un laboratoire mondial d'innovation en matière de démocratie délibérative. De l'innovation démocratique? On parle de quoi? Des consultations en ligne où personne lit les réponses? Pantoute. On parle de réformes institutionnelles concrètes. Prenons l'exemple de la LOS belgienne, la communauté germanophone du pays. Depuis 2019, ils ont carrément institutionnalisé un burgerat, un conseil citoyen permanent. C'est pas un gadget. OK, mais ça donne quoi en pratique? Ce sont des citoyens tirés au sort représentatifs de la démographie qui ont le pouvoir formel d'inscrire des sujets à l'agenda politique et de formuler des recommandations. Puis le coup de génie, c'est l'obligation légale qui pèse sur le Parlement élu. Les politiciens doivent débattre de ces recommandations-là en séance plénière. S'ils les rejettent, ils ont l'obligation de se justifier publiquement avec des arguments circonstanciés. C'est la preuve que le système reconnaît ses propres failles puis tente d'intégrer la voix citoyenne. Le modèle de l'os belgien est intellectuellement très intéressant, je ne le nie pas, mais soyons pragmatiques une seconde. Ça se passe à l'échelle d'une communauté de 77 000 habitants. Dès qu'on essaie de transposer ça au niveau fédéral sur les véritables enjeux de pouvoir et d'argent, ça devient un simulacre participatif. Pourquoi tu dis ça, gars? Parce que leurs avis ne sont jamais contraignants. On installe les citoyens dans une belle salle. On leur fait produire des rapports brillants sur le climat ou la fiscalité. Mais à la fin de la journée, qui signe le budget? Le CURN puis les présidents de parti. Ces panels-là, c'est une soupape de pression. L'État dit « Regardez, on vous écoute » pour éviter que les gens descendent dans la rue, sans jamais céder une once de son vrai pouvoir. Je trouve ça un peu réducteur, mais bon. Non, la véritable riposte à cette asymétrie-là, elle vient pas des institutions qui font semblant de s'ouvrir. Elle vient de la société civile qui a compris comment utiliser les propres armes de l'État contre lui. En ce moment, on assiste à du piratage juridique, du legal hacking facilité par l'intelligence artificielle. Du piratage juridique citoyen? Wow, OK. Comment ça fonctionne concrètement dans l'espace administratif belge? La mécanique est brillante. Descendre dans la rue avec des pancartes, ça marche plus face à un gouvernement qui se fout des juges. Fait que des collectifs citoyens se sont tournés vers la loi de 1989 sur le financement des partis politiques. Les partis touchent près de 188 millions d'euros de subventions publiques au total, puis ils ont l'obligation de justifier certaines dépenses à une commission de contrôle. Commission qui est composée d'eux? Politiciens. T'as deviné? L'omerta règne. Les citoyens utilisent donc des modèles d'IA pour éplucher les rapports financiers, repérer les anomalies et générer automatiquement des argumentaires en droit administratif ultra solides. Ils inondent les ministères avec ces requêtes-là, exigeant des justifications. Et la faille exploitée, elle est là. En droit administratif belge, si une autorité ne répond pas dans un délai précis, ce silence se transforme en une décision tacite qui devient attaquable devant le Conseil d'État. Ah, il piège l'administration par sa propre lenteur. Exactement. Leur but n'est pas de faire un coup d'éclat dans les médias. Leur but, c'est de forcer la justice administrative à geler purement et simplement les subventions des partis politiques. Ils frappent l'oligarchie au seul endroit où ça fait mal, le portefeuille. C'est de l'ingénierie inverse à l'état pur, ça. Utiliser la rigidité kafkaïenne du droit pour coincer ceux qui ont bâti le système. C'est fascinant parce que ça démontre que le citoyen n'est pas juste un pigeon, il a encore une capacité de résistance très sophistiquée. Tout à fait. C'est peut-être là que nos perspectives, bien que diamétralement opposées, trouvent un terrain d'analyse commun. Pour conclure sur ma position, je continue de penser que la complexité belge exige ces mécanismes-là. Le cairn, la discipline partisane stricte et même le recours massif aux consultants, c'est des échafaudages inélégants, c'est lourd, c'est parfois exaspérant. Très exaspérant. Mais dans un pays traversé par des fractures linguistiques et historiques aussi profondes, ces béquilles-là constituent un pragmatisme de survie. Sans ce contrôle ferrant par les partis, l'avion se disloquerait en plein vol. Je respecte cette vision de la stabilité.
Mais je reste convaincu que la complaisance face à ce modèle-là nous mène dans un mur. La Belgique a franchi la ligne de non-retour vers un post-parlementarisme oligarchique. Quand tu forces légalement les citoyens à voter pour un système verrouillé, un système qui ignore les juges, qui sous-traite son intelligence, puis qui traque les chômeurs tout en s'octroyant l'impunité, la conséquence sociologique est inévitable. Ouais, la montée extrême. Exact. Le gouffre entre les promesses de la Constitution de 1831 puis la réalité fragilise le contrat social. L'électorat ne cherche plus à élire un pilote, il cherche à dynamiter l'avion. C'est pour ça que les sondages prévoient des poussées historiques pour l'extrême droite avec le Vlaams Belang en Flandre, puis la gauche radicale avec le PTB. Les gens veulent briser le cartel. Fait que ce clivage entre tes craintes de l'effondrement puis ma défense du pragmatisme met en lumière une réalité sur laquelle on s'entend parfaitement. La machinerie a atteint son point de saturation critique. C'est clair. Quand on regarde les récents indices de transparence, le score de confiance des Belges envers leurs institutions est en chute libre à 69 sur 100. Un État qui passe son temps à payer des astreintes judiciaires avec l'argent des contribuables plutôt que de respecter ses propres lois, ça devient fondamentalement intenable. L'élastique est étiré au maximum. Et c'est précisément pour ça que l'étude de ce laboratoire qu'est la Belgique résonne bien au-delà de ses frontières. Les défis qu'elle affronte, au fond, c'est les défis de toutes les démocraties occidentales. Jusqu'où un État peut-il rajouter des structures d'acier pour maintenir l'édifice? Jusqu'où peut-on externaliser l'intelligence gouvernementale et centraliser le pouvoir au nom de l'efficacité avant de rompre irréversiblement la confiance des citoyens? Entre la pureté démocratique et la réalité implacable de la gouvernance, la ligne était finiment fine. Le débat, bien sûr, reste ouvert. Put your hand on the keys, sir. 1. Launch. Sir, we are at launch. Turn your keys. Sorry, I'm so sorry. Turn your keys, sir.